Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama et sur YouTube, c'est Denis Ferrand, le directeur général de Rexecode. Bonjour Denis. Bonjour David. Merci d'être avec nous sur Boursorama. Bon, plein d'infos, plein d'actu économiques à voir ensemble. Déjà, on a vu qu'Emmanuel Macron, qui cherche un peu à reprendre la main sur la politique économique et intérieure, organise donc mi-novembre ce sommet Choose France qui serait dédié aux entreprises françaises, aux entreprises tricolores. C'est pas un peu sa réponse du président à cette politique de l'offre, cette politique pro-business qui, on le voit bien, est pilonnée jour après jour par les députés à l'Assemblée nationale? Oui, c'est intéressant de faire ce sommet Choose France à destination des entreprises françaises. Voilà. C'est un pied de nez qui est assez amusant parce que jusqu'à présent, Choose France, c'était attirer des capitaux de l'étranger. Et tous les grands patrons étrangers. Et puis on déroulait Versailles, les fastes de Versailles, pour qu'ils soient bien conscients que c'est en France qu'il faut investir. Mais en réalité, quand vous regardez sur 15 ans, le comportement de l'investissement étranger, il y a l'investissement qui rentre, 580 milliards à peu près en l'espace de 15 ans, mais il y a surtout l'investissement qui sort. 830 milliards d'investissements qui sont sortis. Et c'est quoi ça qui sont sortis? C'est le cumul des investissements directs étrangers. Donc ce sont l'ensemble des investissements qui sont faits dans une proportion telle que vous détenez au moins 10% du capital de l'entreprise que vous développez ou que vous là, on parle des 800, on parle des 800 milliards. Oui, les 800 milliards, donc ce sont des 800 milliards d'euros qui sont sortis de la part d'entreprises qui ont acquis pour 800 milliards d'entreprises étrangères. Voilà. À l'étranger. Oui, ouais. Et les 590, ce sont des entreprises étrangères qui sont venues en France. Donc, c'est déficitaire. Exactement. La première des attractivités à laquelle on doit penser, c'est celle qui consiste à faire en sorte que les entreprises qui sont déjà implantées sur le territoire voient dans ce territoire un espace du développement. Donc, malgré Choose France depuis des années, on a toujours un solde négatif entre ce que les boîtes étrangères investissent en France et ce que les boîtes françaises investissent à l'étranger. On a toujours un solde négatif et on a aussi une empreinte ça a servi à rien. qui est plus faible. Non, ça fait un rattrapage d'une situation initiale qui était dégradée. Quand vous prenez l'empreinte des entreprises étrangères implantées en France en proportion de la valeur ajoutée, c'est à peu près 16%. 16% de la valeur ajoutée créée en France est le fait d'entreprises étrangères, ou en tout cas à capitaux détenus par l'étranger. Les mêmes grandeurs dans des économies qui sont comparables, l'Allemagne, l'Italie, c'est 3 points de valeur ajoutée en plus. En fait, on a une empreinte des entreprises étrangères en France qui est plus faible que celle que l'on voit dans les autres pays. Et donc, Choose France, dans sa version, on va dire, attirer les capitaux étrangers, c'était avant tout du rattrapage plus que du leadership. Ouais, en même temps, quand le baromètre EY nous dit que la France est toujours le pays le plus attractif d'Europe, c'est pas le cas? Ça, c'est sur le nombre de projets qui s'effectuent. C'est du flux, ça. Sur le nombre d'emplois, c'est du flux, effectivement. Et donc, à un moment, il faut regarder le stock. Et sur le nombre d'emplois, ce que nous dit leur baromètre EY, c'est qu'on n'est également pas les plus créateurs à chaque fois qu'il y a de l'investissement. Donc, un faible rendement relatif en emploi. Le nombre de projets internationaux accueillis sur le territoire qui a chuté de 14%, nous dit le baromètre EY. La dynamique n'est pas bonne, c'est ça, hein? La dynamique n'est pas bonne, le contexte est quand même assez délétère, probablement. Le fait que, vous l'avez évoqué, vous avez parlé de cette politique de l'offre, on est quand même à 10 années de politique de l'offre, un petit peu plus, ça avait été amorcé au moment sous la présidence de François Hollande. Est-ce que ça a été un succès déjà? Et deux, on sent bien qu'on est en train de vivre peut-être un point d'inflexion. Alors, je pense qu'effectivement, on peut dire que c'est un succès quantitatif. Un succès qualitatif, on peut discuter. Alors, quantitatif, sur quel paramètre? Sur le paramètre de l'emploi. Le paramètre de l'emploi, alors ce n'est pas que la politique de l'offre, c'est en fait la mise en résonance de tout un ensemble de dispositifs. La réforme Touraine sur les retraites, par exemple, la montée en puissance. L'apprentissage, c'est une composante de la politique de l'offre, la réforme du marché du travail, amorcée avec les lois El Khomri, ça date de 2016. Donc il y a tout un ensemble d'éléments qui se sont mis en résonance, la baisse d'impôts de production, pour aboutir à ce qu'au total, en l'espace de 12 ans, donc depuis le dernier point bas du taux d'emploi, en l'espace de 12 ans, on a créé 2,3 millions d'emplois en France. Et cette dimension-là, cette augmentation de 6 points du taux d'emploi, qui n'est pas d'ailleurs supérieure à ce que l'on observe dans les autres pays de la zone euro, cette dimension-là ne peut pas être occultée. 6 points de taux d'emploi en plus en 12 ans, je pense que personne n'aurait pris ce pari. Nos voisins européens ont fait pareil, manifestement. Oui, les voisins européens ont fait pareil parce qu'en fait, on est en train de manquer de travailleurs. Le problème est moins désormais un problème de chômage qu'il est un problème de pénurie
de travailleurs. Et donc, on est dans un contexte où il y a de moins en moins, les populations actives, la démographie est contrariante, elle tend plutôt à une contraction de la population. Enfin, le taux de chômage est en train de remonter en France. Là. Oui, mais regardez, il ne remonte pas énormément. Et quand vous regardez les perspectives d'emploi que vont dire les chefs d'entreprise, elles ne se dégradent pas tant que cela. On est sur les perspectives d'emploi, pour l'instant, sont cohérentes avec une idée de stabilisation des effectifs dans le secteur marchand et pas de recul. Ouais. Et donc, la politique de l'offre donc, de soutien aux entreprises, pro-business, elle a porté ses fruits sur le nombre d'emplois créés. Ouais. Mais alors, voilà, on a fait de la quantité. Sur la qualité, on peut peut-être discuter. Je vais vous prendre deux exemples. Le premier exemple, c'est sur le processus de destruction créatrice. Je vais aller un petit peu loin. C'est-à-dire qu'on sait que pour qu'une économie progresse, il faut que ça la passe par des gains de productivité. Comment ceci se manifeste ? C'est parce qu'en général, vous avez le processus où disparaissent les entreprises les moins productives et elles sont remplacées par des entreprises plus productives. Ouais. La première partie de l'équation marche bien. Les entreprises qui disparaissent sont en général les moins productives de leur secteur. En revanche, la deuxième partie fonctionne moins bien, à savoir que les entreprises qui aujourd'hui se créent sont des entreprises qui ont un niveau de productivité inférieur aux entreprises qui sont déjà actives et même légèrement inférieur au niveau de productivité des entreprises qui disparaissent. Pourquoi ? Parce que c'est la configuration sectorielle de l'économie qui a énormément bougé. Et là, j'en viens à mon deuxième aspect, qui est l'aspect de ces 2,3 millions d'emplois. Où est-ce qu'ils ont été créés ? Est-ce qu'ils ont été apporteurs de valeur ajoutée ? C'est là que l'on doit s'interroger sur la qualité. Est-ce qu'ils ont été bien payés d'ailleurs ? Est-ce qu'ils ont été bien payés ? Et en fait, quand vous regardez depuis donc, ce moment, c'est en 2014, où on voit s'amorcer cette remontée du taux d'emploi, vous vous rendez compte que depuis 2014, 54% des emplois qui ont été créés l'ont été dans des secteurs dont le salaire moyen par tête est inférieur de 20% au salaire moyen par tête de l'ensemble de l'économie. Et alors que ces secteurs représentaient 43% de l'emploi. C'est le commerce, c'est l'hôtellerie-restauration, ce sont les activités de transport, les services aux ménages, qui ont été les pourvoyeurs des gros bataillons de création nette d'emplois. Mais des emplois qui sont faiblement rémunérateurs, en tout cas bien plus faiblement rémunérateurs que la moyenne. Et ce, dans un contexte où en fait, vous vous rendez compte que on a orienté l'économie de manière à ce qu'elle crée beaucoup d'emplois, parce qu'on avait un enjeu de mobilisation dans l'emploi des personnes qui en étaient très éloignées, des personnes à faible niveau de qualification, mais à un moment où, dans le même temps, on a créé de la diplomation à outrance. La diplomation a augmenté le nombre de diplômés. Ouais, ouais. Et donc, en distribuant un diplôme, on crée une aspiration à avoir un job bien qualifié, bien rémunéré, mais dans le même temps, on a orienté l'économie dans un sens qui est radicalement inverse. Et donc là, on crée un hiatus qui se traduit par du déclassement et, in fine, par de la frustration. Le patron de Michelin, qui dit que les coûts de production en France, qui le rappelle, le martèle, ne sont plus compétitifs. Il parle d'un coût du travail qui est déraisonnable et prohibitif. On a toujours en France un problème de compétitivité, malgré tout ce qui a été fait depuis 10 ans. Alors sur le coût du travail, on est peu qualifié, non. Sur le travail peu qualifié. Sur le travail peu qualifié, non, parce que justement, comment est-ce qu'on est arrivé à cette configuration que j'évoquais ? C'est que, en fait, quand on se compare aux Européens, les prélèvements sur le travail non qualifié sont les plus faibles des principaux pays européens avec lesquels on peut se comparer, Allemagne, Italie, Espagne. On parle de la pression sociale. La pression sociale. Ouais. La pression sociale est est très hétérogène selon le niveau de rémunération que vous avez. Très bas quand on est sur le bas de la distribution des salaires. Et on a créé des emplois. Et on a créé des emplois. Donc il parle de quoi alors quand il parle de ça ? Très élevé sur le haut de la distribution. Enfin, le patron de Michelin. Le patron de Michelin, il a quand même plutôt un sujet de travail qualifié pour l'essentiel. Et là, il y a un sujet. Entre ce que ça coûte, il fait la démonstration expliquant voilà ce que ça coûte à la boîte quand je paye 100 €, ce qui reste dans la poche du salarié. Quand on se compare aux autres pays, apparemment, on est toujours dans les choux. C'est vrai ça ? Et cet écart, il est d'autant plus important que vous avez une structure de l'emploi qui vous amène à avoir plus d'emplois qualifiés. Parce que autant on est les plus bas relativement aux autres Européens sur le bas des salaires, en revanche, dès lors que l'on dépasse 2,5 SMIC, on a les prélèvements les plus importants de tous les pays européens. Et donc, on a une structure qui est défavorable. Alors après, il y a le coût du travail, il y a les autres éléments de coût. Ça a été rappelé à l'instant par Anne de Guigné sur les prélèvements fiscaux. Quand vous rapportez l'ensemble des prélèvements qui touchent les entreprises, que vous enlevez les subventions qu'elles reçoivent, vous vous rendez compte qu'on paye 20% à peu près de la valeur ajoutée de l'ensemble des sociétés en prélèvement net, là où on est à 15,6% pour l'ensemble de la zone. Donc quand on dit à 210 milliards d'euros d'aide aux entreprises, en fait, ça vient compenser de la fiscalité. Et quand on met bout à bout,
la fiscalité sur les entreprises, les aides aux entreprises, la France n'est pas compétitive fiscalement? Les aides ne viennent qu'essayer de compenser, enfin ces aides, si tant est qu'on puisse prendre ce terme, ne viennent qu'essayer de compenser un surprélèvement relativement aux autres Européens. Et vous preniez, quand vous prenez l'exemple du travail qualifié, en particulier de chez Michelin, le crédit impôt recherche est tout à fait symptomatique. Regardez le coût salarial d'un chercheur en France, il n'est pas compétitif relativement aux Pays-Bas et à l'Allemagne. Il ne le devient qu'à partir du moment où vous avez la prise en compte du crédit impôt recherche. Denis, on parlait de fiscalité. Est-ce que les députés, selon vous, ont eu la main vraiment lourde sur les hausses d'impôts qui frappent les entreprises? Est-ce qu'on est vraiment à la foire, à la saucisse fiscale? L'expression n'est pas de moi. Oui, je pense qu'on pourrait évoquer on pourrait prendre plein de métaphores. Allez-y. Hein. Mais effectivement, on est surtout sur une incompréhension de la manière dont se fabrique l'économie. En fait, on est sur une recherche d'un rendement fiscal immédiat sans penser les conditions de formation de la base fiscale. Or, on sait très bien, et ça depuis la nuit des temps, que le meilleur impôt, c'est un impôt qui a un taux très faible sur une base très large. Et là, en fait, on est en train à la fois d'augmenter les taux et de créer les conditions de réduction de la base. Donc, de la base fiscale, de la base taxable, avec une désincitation à l'activité. On fait une enquête avec BPI France sur le moral des chefs d'entreprise, PME, TPE. La prochaine enquête va sortir la semaine prochaine. J'ai vu les résultats, ça n'est pas très glorieux pour ce qui concerne les anticipations d'investissement. Il y a une prudence très importante qui est en train de se mettre en place sur le déploiement de l'investissement et pour des motifs principalement politiques. Il y a vraiment, du fait de ces incertitudes politiques, de ces troubles, il y a vraiment aujourd'hui des gels, des annulations de projets, d'embauche. C'est vraiment ce qu'on vit aujourd'hui? On dit ça en même temps, on a vu que la croissance française était repartie à plus 0,5% au troisième trimestre. Exactement. Alors on croit quoi? Et avec, en plus, dans le 0,5%, ce qui était très intéressant, c'était de voir la contribution de l'investissement des entreprises. Oui, qui est reparti plus 0,9, qui est reparti à la hausse après maintenant à peu près 5-6 trimestres de baisse, qui nous a d'une baisse de 4% par rapport au point haut que l'on avait touché début 2023. Donc il y a bien un changement d'état d'esprit, mais il y a aussi des transformations. C'est contre-intuitif quand même. Oui, mais justement, c'est là où il faut regarder la décomposition de l'investissement. En fait, l'essentiel de l'augmentation de l'investissement qui est intervenu au troisième trimestre et même de sa trajectoire depuis maintenant 5-6 ans, c'est de l'investissement en information, en services d'information et de communication. C'est un investissement en transformation des entreprises, en numérisation. C'est très bien ça. Oui, c'est effectivement, c'est une adaptation, c'est de la digitalisation. La question, c'est de savoir après s'il n'y a pas d'autres enjeux qui sont en train de passer en arrière de la main, et notamment les enjeux d'investissement pour la transition énergétique. Et de ce point de vue, cela fait plusieurs mois que l'on voit que la détermination à investir pour la transition énergétique, par exemple, la transition pour le climat, et la transition environnementale d'une manière générale est en train de reculer. Denis, quand on voit la flopée de taxes et d'impôts qui ont été proposés, votés en première lecture par les députés, est-ce qu'on peut dire qu'il y a vraiment toujours cette obsession fiscale française? Oui, parce qu'au total, il y a des totems qui s'appellent, et les totems, c'est d'une manière générale la dépense, c'est-à-dire qu'on ne s'interroge jamais sur les besoins auxquels répond l'intervention de la puissance publique. Mais il y a débat là-dessus, parce que c'est l'OFCE qui montre qu'aujourd'hui, si on en est là en termes de déficit, c'est parce que les recettes ont décroché. Oui. Et qu'il y a un manque de recettes. Et Agnès Verdier, qui est dans l'autre sens, peut-être le vôtre, je ne sais pas, où elle dit qu'en France, on n'a pas un problème de recettes, on a un problème de dépenses. Comment est-ce qu'on tranche de manière apolitique, de manière juste économique? Mais justement, on ne peut pas trancher de manière économique, parce que tout dépend du point de départ que vous prenez. Le calcul de l'OFCE prend en compte une situation qui était post-ras-le-bol fiscal. C'est-à-dire que quand vous regardez sur une séquence plus longue, qui part en 2010, début du ras-le-bol fiscal, on a gagné 3,5 points de prélèvement en plus, 3,5 points de PIB de prélèvement en plus. Ensuite, à partir de 2017, les prélèvements diminuent, mais en écart à 2010, ils sont plus élevés aujourd'hui qu'ils ne l'étaient en 2010 à hauteur de 2 points de PIB. Donc en fait, ce qui est intervenu à partir de 2017, c'est le début de la correction du ras-le-bol fiscal qui était intervenu dans la séquence allant de 2011 à 2013. Mais non, c'est une compensation que partielle du ras-le-bol fiscal qui était initial. En même temps, les Français n'ont pas le sentiment que les impôts ont baissé, alors que la taxe d'habitation a été supprimée, la redevance télé a été supprimée, il y a eu des baisses de cotisations, il y a eu beaucoup de choses, et pour autant, les Français ont le sentiment que les impôts ont augmenté. Oui. Oui, c'est vrai qu'il y a une forme d'invisibilisation de la baisse. C'est-à-dire qu'il y a une asymétrie du sentiment vis-à-vis de la hausse et vis-à-vis de la baisse qui, elle, est beaucoup moins, de la baisse d'impôts, qui est beaucoup moins ressentie par les ménages.
Patrick Martin parle de plus de 40 milliards d'euros au moment où on se parle de hausse d'impôts et de taxes votées. Ouais, non, mais c'est pour ça. Là, on a commencé à parler. On a parlé de la politique de l'offre et de sa remise en cause. Enfin, là, c'est le clou, c'est les cercueils, c'est tout ce que vous voulez. Sur 40 milliards d'impôts en plus sur une économie qui frappe... Si 40 milliards d'euros, finalement, étaient votés vraiment, qu'on aboutissait à 40 milliards d'euros d'impôts votés, il se passe quoi ? Bon courage pour la réussite de votre sommet de Choose France. Parce que ce qui va être intéressant désormais, c'est... Alors, attention, ce sont des impôts qui procèdent d'amendements. Le budget n'est pas encore voté. Et il va falloir regarder ce qui va véritablement se passer. On est dans un moment où ça ne vous aura pas échappé qu'il y a une élection présidentielle dans quelques temps. Ah bon ? Donc, et même des municipales auparavant. Mais je pense que vous étiez au courant. Oui. Donc, en fait, c'est le moment où en fait, chacun essaye de se positionner, de planter son drapeau sur les sujets qu'il veut porter dans l'agenda. D'une certaine manière, chacun dévoile ses cartes. Donc, c'est pas forcément, d'ores et déjà, ce qui est discuté aujourd'hui n'est pas forcément ce qui s'appliquera. Mais en même temps, les messages politiques auront été passés et l'obsession fiscale est malheureusement quelque chose qui nous taraude en permanence. En France. Et peut-être pour un point sur les finances publiques, n'oublions pas que si on regarde si on regarde en 20 ans, qu'est-ce qui s'est passé du côté de la dépense ? Celles-ci ont augmenté de 5,5 points de PIB, pour ce qui concerne les dépenses avant charge d'intérêt, 5,5 points de PIB. Et évidemment, la baisse des charges d'intérêt qui a été permise par la baisse des taux, elle a permis de baisser les charges d'intérêt en rapport au PIB. Mais cette période-là est révolue. Cette obsession fiscale française, elle est néfaste pour l'économie en même temps. Si en France on veut plus de justice fiscale... C'est un moment qui est très intéressant parce qu'effectivement, le thème de la justice fiscale, désormais, s'est imposé. Alors même qu'on sait que les indicateurs d'inégalité en France n'ont pas explosé, contrairement à ce qu'on a pu voir dans d'autres pays, et qu'il y aurait beaucoup à redire sur la répartition dans le pays. Et puis on a un système d'imposition qui est extrêmement progressif, et en particulier sur le travail. C'est pas ce que dit Gabriel Zucman. Il a quand même d'ailleurs planté une graine en disant qu'au final... C'est ce qu'il répète à longueur d'interview. Et j'arrive toujours pas à savoir si c'est vrai ou pas, que les plus riches payent 2 fois moins d'impôts en proportion que le français moyen. Oui, mais en même temps, il raconte que, que le taux d'imposition des plus pauvres est de 50%. Sauf qu'il oublie que les pauvres ont des prestations sociales, mais en revanche, il calcule les montants d'imposition qu'ils payent sur la consommation qu'ils effectuent via la TVA. Il impute ça alors que cette consommation est permise par des prestations sociales, mais qui ne sont pas rentrées dans le revenu. On a un système fiscal profondément redistributif. On peut dire aujourd'hui que les plus riches en France payent plus d'impôts proportionnellement que les plus pauvres. En tout cas, le 1%, ça va être vraiment sur la toute fin. Et encore... sur le 1% des plus riches sur le 1% des plus riches, non. Le 1% des plus riches, non. Le 1% des plus riches ne paye pas moins d'impôts en proportion de son revenu que l'ensemble de la population. Okay. Au contraire, on est très progressif. Si on va sur le 0,01%, ça peut apparaître, alors j'ai pas les chiffres particuliers, sachant que dans le 0,01%, il y a quand même eu auparavant les prélèvements en termes d'impôts sur les sociétés qui sont intervenus, parce que c'est intéressant de voir combien il y a une confusion qui est entretenue entre le revenu personnel et le revenu professionnel, mais on oublie, si dans ce cas on veut évacuer, si on veut tout mettre dans un ensemble, il faut aussi mettre dans ce cas les impôts sur les sociétés. Donc dire que les plus riches en France payent moins d'impôts proportionnellement que le reste de la population, c'est globalement faux, sauf pour les 0,001%. Oui, tout à fait. Sauf qu'au final, on se retrouve avec l'impôt sur la fortune improductive qui touche tous ceux qui ont un patrimoine au-delà de 1,3 million d'euros. Ouais. Alors qu'au départ, on nous a dit qu'il fallait toucher les 500 fortunes françaises. Oui, non, mais vous voyez qu'on se pique de mots. Est-ce que vous savez définir vraiment la finance improductive ? Pourquoi est-ce que ce qui est placé, des placements en actions deviennent de la finance improductive ? Je ne suis pas certain que la plupart de vos auditeurs auront cette... Ah non, les placements en actions sont productifs du point de vue des députés. Oui, mais par contre, tout ce qui va passer en assurance vie, et en assurance vie, vous avez une partie qui va se retrouver en unité de compte, et donc c'est bien en action. Bon, juste avant de se quitter, Denis, sur la croissance française, encore une fois, ce bon chiffre du 3e trimestre, il n'y a pas souvent des bonnes nouvelles, donc on les prend plus 0,5%. On dit donc merci aux entreprises, parce que les consommateurs, malheureusement, la consommation, elle est atone. On dit merci aux entreprises. Et est-ce que cette embellie, elle peut durer ou pas ? Parce que l'OFCE nous dit qu'a priori, ça sera croissance quasiment zéro, plus 0,1%
au 4e trimestre. Oui, c'est vrai Est-ce que l'embellie de l'été est déjà terminée? C'est là où, effectivement, on va revenir sur le comportement des entreprises. Comment est-ce qu'elles vont réagir à cette cascade fiscale qui, même si elle n'est pas in fine votée, aura changé, aura installé un climat qui est quand même assez défavorable. Donc ça, c'est comment est-ce qu'elles vont s'adapter. Et puis surtout, il reste cette question qui est en suspens, sur laquelle les économistes se sont tous plantés collectivement depuis des années, à savoir le comportement d'épargne dans le pays, où régulièrement, on a pronostiqué, quand je dis on, c'est la collectivité des prévisionnistes, on a pronostiqué le recul du taux d'épargne qui n'est jamais intervenu. Voilà. Et on est à 19% du revenu disponible brut. Ça traduit quoi? Et c'est ça qui nous plombe aussi. Après, pardon, je vous laisse répondre, parce qu'après, encore une fois, ceux qui ont de l'épargne, c'est pas ceux qui sont au SMIC. Ceux qui ont de l'épargne, c'est souvent les plus aisés. Comment on les contraint à consommer plus et à moins épargner? Déjà, pourquoi est-ce que le taux d'épargne a autant augmenté? Il faut regarder dans l'évolution de la structure des revenus. Les revenus qui ont le plus augmenté lors des 3 dernières années, ce sont les revenus financiers. Avec la remontée des taux d'intérêt, ça a fait des revenus financiers croissants et avec une contribution importante aux revenus disponibles. Rien à voir avec Emmanuel Macron et le gouvernement. Je ne suis pas là pour le défendre, mais c'est en lien avec la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne. Exactement. Mais sauf que ces revenus financiers, en général, ils sont capitalisés. Ils ne sont pas consommés. Vous avez un revenu qui arrive sur votre livret A. La plupart du temps, ils sont conservés sur le livret A et pas nécessairement consommés. Leur taux de consommation est beaucoup plus faible qu'un revenu salarié. Deuxième poste de revenu qui a augmenté, ce sont les prestations de retraite. Rappelons-nous l'indexation en 2024 qui fait une augmentation de plus de 6% des pensions de retraite, à un moment où le nombre de retraités augmente, et c'était encore le cas en 2025. Or, qu'est-ce que l'on voit sur l'épargne? En fait, il y a 30-40 ans, le pic d'effort d'épargne dans une vie moyenne, c'était à 55 ans. Désormais, avec l'évolution de la structure des revenus, le pic de l'effort d'épargne, il est atteint à l'âge de 75 ans. Et donc, avec la déformation de la structure de la population et la déformation de la structure du revenu, où le poids des prestations va croissant, vous avez une augmentation de l'effort d'épargne, l'effort maximal d'épargne. C'est la faute des seniors aujourd'hui si les taux d'épargne sont trop élevés en France. Non, en fait, ce sont eux qui sont les plus épargnants. Mais la question n'est pas de savoir, n'est pas de pointer les uns par rapport aux autres. C'est paradoxal puisque leurs retraites sont garanties. Oui. Enfin, en tout cas, sont pérennes à court terme. Elles sont pérennes, effectivement, mais plus que cet aspect de pointer l'un ou l'autre, ce qui me semble être important, c'est de savoir qu'est-ce que l'on fait de cette épargne et comment est-ce qu'on fait en sorte qu'elle irrigue le tissu productif et nous redonne des conditions de croissance. Et donc, en 10 secondes, parce que on peut rester 1 heure là-dessus, c'est le vrai sujet de fond. Ah oui, tout à fait, ça c'est le sujet de fond. Et je pense que justement, il faut réfléchir aujourd'hui. Sans totalement du débat public. Complètement. Mais aujourd'hui, le thème de la justice fiscale il écrase tout. Et donc, justement, il faut maintenant faire preuve d'intelligence, c'est-à-dire que la justice fiscale, ce n'est pas un objet qui viserait à réduire le gouffre, le tonneau des Danaïdes des finances publiques, mais comment est-ce qu'on répond à l'aspiration à la demande fiscale avec le besoin d'investissement général qu'il y a dans le pays. L'investissement dans le logement, dans la défense, dans la transition énergétique, dans la santé, dans l'éducation. Mais c'est ça les sujets. C'est ça l'épargne des Français. Mais justement, l'épargne des Français ne va pas là-dessus. Donc comment est-ce qu'on arrive à concilier ces deux dimensions? Ça, je pense que c'est un travail qu'il va falloir faire sérieusement et sur lequel on aura quelques idées et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Avec grand plaisir. Entretien avec Denis Ferrand, directeur général de Rexecode, invité de la grande interview en direct et en replay également sur Boursorama et sur YouTube. Merci Denis. Merci.